Frankenstein est un bon prétexte pour réfléchir à la question certes de l'adaptation, mais de l'adaptation inversée qu'est la novélisation, parce que, comme vous le savez, ceux qui ont travaillé un peu sur l'adaptation, les novélisations, aussi sur la traduction, c'est pas juste la trahison qui est au cœur de ça, mais aussi c'est toute une question de la greffe, de la transplantation. Il y a tout un imaginaire là, corporel, évidemment, de la construction, déconstruction, rapiessage, etc., qui nourrit beaucoup la pensée de l'adaptation, aussi de l'intertexte. Donc, on est dans cet imaginaire-là. Donc, évidemment, Frankenstein me paraît comme une figure propice à explorer la question de la novélisation à partir de cette figure-là et de l'imaginaire qu'elle peut susciter. Je vous avouerai que j'ai fait disons, j'ai retrouvé un peu ce que je connaissais déjà dans la novélisation à partir donc de ma lecture d'une novélisation en spécifique, The Revenge of Frankenstein, novélisation de Sean Hudson, écrite rédigée en 2013, donc publiée en 2013, mais du film de 1958. C'est toute la question ici de la novélisation, c'est la question du monstre, comme Deleuze disait, je fais des monstres dans le dos des philosophes, dans toute sa série de livres sur l'histoire de philosophie, dont Bergson, évidemment, et Kant. C'est toute cette question-là de la novélisation m'apparaît, d'une certaine manière, être propice à toute cette image de la monstruosité. Particulièrement les novélisations, ce que Yann Batin s'appelle les novélisations littéraires, c'est-à-dire les novélisations où on n'oublie pas le film, ou tout au contraire, le film est au cœur même du récit, exactement comme Cinéma de Tanguy Viel, c'est une monstruosité cinéphilique, son narrateur, ou encore dans Patrick Châtelier, Palmont Poltruan, là il y a une monstruosité de la dilatation temporelle d'une scène de 9 minutes du film de Sergio Leone, 150 pages à peu près. Donc on a là dans les novélisations littéraires des formes de déformation extrême, je dirais, des films qui sont novélisés. Voilà. Donc tout ça m'intéressait bien entendu et évidemment m'a incité à faire tout un travail autour de la question de la novélisation et de Frankenstein. J'ai pas fait un travail très approfondi de recension des novélisations des films directement liés à Frankenstein. J'en connais deux qui sont publiés dans The Hammer Horror Omnibus en 1966 qui ont été publiés, The Curse of Frankenstein and The Revenge of Frankenstein. Donc, c'est 4 novélisations de John Burke de films de Hammer. Donc, c'est particulièrement les deux premiers films de la série, donc des Hammer films qui ont été novélisés. Particulièrement The Revenge of Frankenstein, qui a été 2 fois novélisé, une première fois en 1958, donc au moment où le film est sorti, donc tout à fait dans l'esprit commercial de la novélisation, c'est-à-dire comme produit dérivé du film, et avant même que le film ne sorte ou soit réalisé, la novélisation est déjà écrite, rédigée, déjà presque publiée, ou elle est publiée en même temps que le film sort. Qui a été réalisé, cette première novélisation par Jimmy Sangster et Buford James, dont Jimmy Sangster, c'est celui qui a fait le scénario là aussi de Revenge of Frankenstein, le film donc réalisé par Terence Fisher. Ce qui est intéressant, c'est que Hammer a republié cette novélisation en 2011, à la mort de Jimmy Sangster en 2011. Donc on a republié cette novélisation. Qui reprend l'affiche du film, bien entendu, tout à fait aspect commercial, on est tout à fait près là du scénario. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est en 2013, donc 2 ans après, Hammer part une série dans Random House, donc une novélisation de leur film Hammer. Et Sean Hudson reprend The Revenge of Frankenstein, mais cette fois-ci, c'est une novélisation là, beaucoup plus développée d'un point de vue littéraire. On s'éloigne beaucoup du scénario et c'est une novélisation
qui oublie le film, qui nous fait oublier le film, même si dans le paratexte, on parle du film, bien entendu, l'auteur s'explique sur sa novélisation, les raisons pourquoi il l'a fait, etc. Mais là, on a tout à fait un travail littéraire là, un peu plus adéquat, même si je dirais c'est quand même de la littérature pour le grand public, le vocabulaire est assez restreint, je dirais. C'est pas du tout compliqué à lire. Voilà. Donc, les raisons qui expliquent un peu la republication de ces deux novélisations du même film, The Revenge of Frankenstein. Certes, le film est sans doute l'un des bons avec The Curse of Frankenstein. Les deux premiers films de la saga forment un ensemble et comparativement aux autres, ils ont quelque chose d'une tenue, là, je dirais, d'un intérêt, surtout sur la question du cerveau, j'y reviendrai. Tout à fait remarquable. Et c'est dit, les novellistes et le novelliste, Sean Hudson, dit c'est le meilleur film de Hammer, de Frankenstein, etc., etc. Mais en fin de compte, c'est une commande de Hammer donnée à Sean Hudson. Une commande parce qu'à Hammer Films, si on comprend un peu leur histoire, à partir de 1934, mais surtout dans les années 50, 60, 70, il y a eu vraiment, ça a été un succès, non pas d'estime par rapport à la critique, mais un succès commercial là, très grand. Leurs films ont marqué l'imaginaire et d'ailleurs les deux protagonistes, là, les deux acteurs, là, je dirais de la Hammer Film, là, Christopher Lee, Peter Cushing, ont marqué aussi l'histoire des productions. Or, après leur série pseudo-érotique des années 70, Hammer ne se retrouvait plus et tombait. Ils ont essayé un passage en 1980 à la télévision avec une série de films d'épouvante qui n'a pas marché du tout et c'est tombé complètement à la Hammer Film. Leurs affiches aussi ont contribué beaucoup à leur succès commercial. Bon, c'est des affiches dessinées tout à fait typiques de l'époque, mais il faut vraiment lire les avertissements là, qu'on peut trouver sur leurs affiches qui sont absolument délirants. Don't dare see it alone, ça revient souvent. Ou encore dans Dr. Jekyll et Sister Hyde, le warning est absolument remarquable. Donc c'est évidemment c'est une monstruosité sur un monstre, puisque Dr. Jekyll, lorsqu'il se transforme la nuit en Hyde, il se transforme en femme. Donc, warning, the sexual transformation of man into a woman will actually take place before your very eyes. Donc, ils avaient vraiment là un souci très commercial accrocheur dans leurs affiches, la Hammer Film. Donc, c'est tombé dans les années 80. Dans les années 90, on a retrouvé une série télé, The World of Hammer, donc en 4 ans, 90 à 94, donc ils reviennent sur ces séries, sur leur succès. C'est tout à fait c'est une entreprise très commerciale, commandée par la Hammer aussi. C'est Oliver Reed qui a fait ça, qui a narré, qui a fait ce travail, mais c'est tout de même une entreprise commerciale. Exactement comme en 94, un autre documentaire en 94, Flesh and Blood, cette fois-ci de Ted Newsom, qui était un réalisateur de la Hammer. Un film narré par Peter Cushing et Christopher Lee, encore un film promotionnel, des films de Hammer. Manifestement, on était très soucieux de son histoire et des traces qu'on avait laissées. En 2010, la Hammer reprend donc la production, tente de reprendre la production. Leur film peut-être le plus connu, The Woman in Black, avec Daniel Radcliffe et Wakewood, donc des films qui ont connu un certain succès. Donc c'est un retour, et ce retour-là est marqué aussi par les novélisations des films de la Hammer. Donc Sean Hudson en 2011 novellise Twins of Evil, donc un film de 1971, et The Unknown, un film de la Hammer de 1955 en 2012, et The Revenge of Frankenstein en 2013. Ce sont 3 commandes de la Hammer qui tentent de se donner un nouvel élan, bien entendu, donner un nouvel élan à leur production cinématographique.
cinématographique. Donc, on voit que ils ont très conscience de leur histoire et de leur succès, évidemment, et veulent perpétuer cette histoire. Donc, je me suis intéressé particulièrement donc à ces doubles novelisations 2011 et 2013, donc republication de la novelisation de 1958 et nouvelle publication de Revenge of Frankenstein par Sean Hodgson. Ces commandes sont intéressantes à plusieurs, cette commande, hein, celle de Sean Hodgson, puisque c'est elle, là, je m'intéresse surtout à elle, est beaucoup plus commerciale, bien entendu, beaucoup moins littéraire, comme je l'ai dit plus tôt, c'est assez facile à lire, c'est des courts chapitres, hein, ça marche par scène, c'est un récit exclusivement consacré à l'action, bien sûr, très peu de description, il y a quelques monologues intérieurs, mais très peu, donc c'est une novelisation très fidèle. Au film de 1958. Il n'y a aucun point de vue cinéphilique qui est développé dans le récit, aucune énonciation qui vient, comment je pourrais dire, envelopper le récit d'un film. Donc, bref, Hodgson ne cherche pas à relater le récit du film ou d'un visionnement de film. Il ne travaille pas les puissances non plus de l'image du film. Il reste extrêmement fidèle, respecte la structure du scénario, c'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans le paratexte, il n'élimine pas le film quand même, de la Hammer, au contraire, il lui rend justice à son intelligence, mais il dit respecter très fidèlement la structure du scénario en ne cherchant pas à remettre au goût du jour le film. Hein. Il dit à plusieurs endroits dans le film, il y aurait lieu d'exploiter une scène de sexualité, etc. Je me retiens de faire ça puisque ce serait comme, finalement, découvrir ses grands-parents, hein, faire l'amour dans la chambre, d'une certaine manière, donc de donner, hein, de sexualiser quelque chose qui était implicite dans le film. Donc, un respect en face au scénario, à la structure du scénario, ne développe pas, ne tente pas non plus de remettre au goût du jour les idées scientifiques ou philosophiques. Donc, Frankenstein reste très, très étroitement lié au récit. D'ailleurs, on pourrait dire, la seule chose par contre qu'on peut voir, d'ailleurs, on le voit très bien sur les deux couvertures du livre, la couverture du livre, elle, a été remise au goût du jour. Ça, par contre, c'est la structure du récit. On est très étonné de lire quelque chose, finalement, d'assez vieillot, hein, dans cette lecture-là. Quelque chose donc qui colle si bien au film qu'on sent quelque chose dans l'écriture même qui est dépassée, mais qu'annonce pas du tout, je dirais, la couverture du livre qui, elle, a très changé comparativement au film original. Il ajoute toutefois, le novelliste ajoute ici qu'il a développé les personnages, Stein, et surtout Karl. Karl, donc, qui est l'aide et l'handicapé qui aide Frankenstein dans le film et qui va donc passer sous le bistouri de Frankenstein, puisque Frankenstein va, bon, comme vous, si vous avez vu le film The Revenge of Frankenstein, c'est tout l'intérêt, donc va transplanter son cerveau dans un corps sain, avec évidemment les dérives et les problèmes que cela cause. Karl est très peu développé, en tout cas son intériorité, ses états d'âme sont très peu développés, et le novelliste s'est surtout concentré à développer ces états d'âme de Karl en ajoutant des scènes, évidemment, qui ne sont pas dans le film original, et il développe évidemment en opposition le caractère donc de Stein, de Frankenstein, du baron, donc le caractère évidemment excessivement, je dirais pas vaniteux, mais il y a beaucoup de vanité dans ce film-là, on le verra à la toute fin. Il y a beaucoup de, sinon pas son caractère vaniteux, mais son caractère, on pourrait dire, démoniaque. Alors, on a parlé de satanisme, il y a quelque chose, évidemment, d'un pacte tout à fait satanique entre Stein et Karl, bien entendu. Donc, il développe les puissances des personnages, un peu comme comme on dit souvent que la série télé qui reprend un film, finalement, ça nous a développé des puissants
les puissances un peu des personnages ou un personnage secondaire qui finalement est développé. C'est un peu sur ce mode-là que le novelliste Hodgson donc, reprend le Revenge of Frankenstein. Ce qui est intéressant, il va quand même un peu plus loin, je dirais une greffe assez intéressante qui se fait, c'est que le roman s'ouvre sur 10 chapitres. Bon, il y a 66 chapitres, hein, ce sont des courts chapitres, là, c'est vraiment pensé comme scènes, découpés comme des scènes. Les 10 premiers chapitres, c'est une espèce de prequel à The Revenge of Frankenstein. Si vous avez vu le film, le film poursuit la scène qui a terminé The Curse of Frankenstein, donc le film de 1957. The Revenge of Frankenstein poursuit la scène donc où est-ce qu'on mène Baron Frankenstein à la guillotine. Donc le film se termine au moment où on le sort de sa cellule et il marche dans le long corridor. Et le film de 1958, The Revenge, donc reprend de l'extérieur la sortie de Baron Frankenstein jusqu'à la guillotine. Or, il y a un faux raccord qui est produit dans ces deux-là, c'est-à-dire que les gardes qui amènent le Baron Frankenstein vers l'échafaud à l'intérieur, il y a un garde différent qui apparaît dans le film de 1958, c'est Karl. Karl n'est pas là en 1957, il n'est pas un des gardes qui amène donc le Baron Frankenstein vers la guillotine, il apparaît dans le film de 1958. Or, on dirait, il me semble que le novelliste a voulu, en revenant un peu en arrière et en démarrant The Revenge en quelques jours avant l'exécution, a voulu corriger ce faux raccord en exposant le deal entre le docteur Frankenstein et Karl, puisque, comme on le sait, Karl va sauver, c'est lui qui sauve, évidemment, le docteur Frankenstein de la guillotine en mettant le prêtre plutôt que c'est le prêtre plutôt qui va se faire couper la tête plutôt que le baron. Donc le novelliste, lui, évidemment, corrige ce faux raccord en ajoutant 10 un prequel, où est-ce qu'on comprend bien l'aventure que ces deux personnages vont vivre avec l'autre. Finalement, le docteur qui va aider donc ce jeune à trouver un nouveau corps. Toute la question, c'est est-ce que le cerveau s'adaptera bien au corps, au nouveau corps? C'est un peu toute la thèse un peu de Stein. Donc, Frankenstein dit que oui, selon lui, le cerveau, il n'y a pas de problème. C'est le cerveau qui domine le reste. Donc, le cerveau s'adaptera bien au corps et le corps s'adaptera bien au cerveau. À condition que le cerveau ne soit pas endommagé, bien sûr, lors de la transplantation ou même avant la transplantation, et à condition aussi que la convalescence doit se faire aussi dans un repos complet. Bien entendu, deux conditions que dans The Curse et dans The Revenge, évidemment, ne sont pas respectées. C'est pourquoi ça fonctionne pas bien, cette transplantation du cerveau. Or, la thèse de Stein est contredite par la thèse de Hans Cleve, son assistant, puisque lui, il met en doute la thèse de Stein en disant que ce sont plutôt les instincts corporels qui sont gravés dans le cerveau et qui vont dominer la transplantation. Toute la question du cannibalisme, là, et je dirais même du tatouage est liée est mal développé, très peu développé également aussi dans la novélisation. Mais donc ce sont deux thèses inverses, et il n'y a pas de parallélisme entre corps et cerveau. C'est soit la domination des instincts, soit la domination du cerveau. Stein croit que le cerveau va dominer le corps, et Cleve dit que ce serait sans doute les instincts qui vont dominer le cerveau. Évidemment, la tragédie de Karl, donc l'handicapé, le bossu, quand il va recevoir donc son nouveau corps, va transporter avec lui son handicap. Donc son nouveau corps retrouvera donc sa bosse, il ne pourra plus se servir de sa main gauche et boitera également. Donc on n'échappe pas à son destin, à son destin, on pourrait dire, de ses instincts
corporelle. J'avais une deuxième scène là, que je voulais vous montrer, mais j'ai pas le temps. Toute la question là, des primates, puisque Frankenstein a transplanté le cerveau d'un orang-outan dans un chimpanzé. Et les instincts naturels de l'orang-outan se sont déplacés dans le corps du chimpanzé. Il est devenu carnivore, voire cannibale. Donc, l'assistant de Frankenstein craint que cela se passera également. La même chose se passera pour Karl. Et c'est ce qui se passe, bien entendu. Mais, bien entendu, c'est Cleve qui a pas respecté l'une des conditions, c'est-à-dire que le convalescent doit être laissé en paix. Or, Cleve lui dévoile les plans que Frankenstein a pour lui. Karl, dans son nouveau corps, devait devenir finalement un objet de science, donc un peu finalement un freak show de la science. Et évidemment, Karl ne peut pas du tout jouer ce rôle-là. Il est un peu tanné d'être pris finalement sous le regard des autres, bien sûr. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, l'inquiète. Donc, l'aspect génial du film, bien entendu, c'est que Frankenstein fait raccord à la toute fin avec sa créature. On en a parlé hier. Il devient à la fois le créateur et le produit de son œuvre, puisqu'il se fera transplanter le cerveau dans un nouveau corps. Mais cette transplantation n'évacue pas la question du corps, puisque Frankenstein construit, crée un nouveau corps qui est à son image. Et ça, on le voit dans une scène du film. Et la première fois qu'on voit le film, on ne sait pas trop, on le remarque mal un peu. Dans la novélisation, il laisse presque une page complète sur cette ressemblance. Donc, Hans Cleve, lorsque Frankenstein lui montre son nouveau projet, il reconnaît d'emblée la grande ressemblance corporelle et physique de Frankenstein, évidemment avec sa copie. C'est une copie conforme. Donc, on comprend aussi que cette scène-là n'est pas qu'un problème scientifique, et on comprend que Frankenstein est très narcissique et vaniteux, bien entendu, puisque sa créature doit lui ressembler également, et non pas juste penser comme elle. Donc, d'une certaine manière, le corps qu'il avait tant évacué dans ce principe de transplantation du cerveau revient par le biais, on pourrait dire, du narcissisme et de la vanité. Bien sûr. Il fait une copie de lui-même, autrement dit. Il reduplie son image et il transplante dans cette même image un même cerveau. Donc, le succès de la recherche un peu du docteur Frankenstein est assez, on pourrait dire, assez inutile, puisqu'il fait pratiquement la production d'un double, finalement. Et tout ça reste latent, toutefois, même si dans la novélisation, c'est la question de la ressemblance donne lieu, du moins, à une scène là où est-ce qu'on y réfléchit un peu plus. Ce double-là lui sert toutefois à quelque chose, une question pratique et on pourrait dire non pas scientifique. Ça lui permet, ce double, d'échapper une seconde fois à la mort, puisque les médecins de Karlsburg le voient, de Karlsbruck, le voient mort, son corps mort, mais pourtant il a échappé à la mort puisque son cerveau est dans son nouveau corps, évidemment, qui est à son même image. Et une chose qui n'a pas été développée dans la novélisation, et c'est un peu dommage, c'est toute la question de la guillotine au début. Frankenstein a peur de perdre, évidemment, la tête, qu'on sépare donc sa tête de son corps, bien entendu. Or, ces expériences lui ont mené, d'une certaine manière, à être plus fort et à surmonter la conséquence fatale de la guillotine, puisqu'il est capable de transplanter une tête sur un autre corps, autrement dit, et il est capable de garder une tête en vie. Donc là, en latence, et ce que le film ne développe pas, et la novélisation passe complètement à côté de tout ça, et c'est un peu dommage, c'est que Frankenstein est capable de faire en sorte qu'un être vivant puisse survivre lorsqu'on sépare sa tête
de son corps. Il est plus fort on pourrait dire, cette machine un peu infernale qui hante, on pourrait dire, la fin du 18e, début du 19e siècle. La guillotine, bien entendu, une invention évidemment étrangère, c'est une invention française. Donc, comment le novelliste se débrouille un peu dans tout ça? On pourrait dire, pour revenir à cette question-là, qu'est-ce qui domine quoi? Est-ce que c'est le cerveau qui domine le corps qui domine le cerveau, etc. On a l'impression que le novelliste retient la thèse de Frankenstein, puisque ce qu'il veut, lui, c'est de transposer, de greffer l'esprit, on pourrait dire, du film dans un corps littéraire. Et comme s'il en faisait presque une copie. Ces personnages sont presque un peu à la mesure du rhapsode Ion dans Platon. Ils ne sont que des imitateurs, d'une certaine manière. Lui-même, il est un peu à l'image plutôt du Ion de Platon. Il est un imitateur. Donc l'œuvre originale, pour lui, son originalité ne compte pas. Comme il dit, « Fans of the film want, in my humble opinion, to read adaptation of movies they've known and loved, not some reimagined stuff churned out by a writer who thinks they're smarter than the original screenwriter. » Donc, il fait de la fidélité, on pourrait dire, la clé de voûte de la novélisation. Or, il est à contre-courant d'à peu près tout ce qu'on dit sur la question de l'adaptation, aussi bien cinématographique que littéraire, puisque, au contraire, aujourd'hui, on peut dire que la novélisation, en tout cas littéraire telle que la conçoit, et même la question de l'adaptation, justement, cette idée que l'adaptation serait la transplantation d'un esprit ou d'une essence d'une œuvre dans un nouveau corps est quelque chose d'éculé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui pense de cette manière-là. Donc, ce que transpose d'une certaine manière, on pourrait dire, Sean Hudson, le nouvelliste, ici, c'est une vieille idée, dans un contexte contemporain qui ne lui convient plus du tout, cette idée de fidélité. Il conçoit, d'une certaine manière, la novélisation, exactement comme Stein, dans le film, conçoit sa propre créature, comme étant un idéal, évidemment, en miroir. Donc, moi, je rêverais plutôt, et c'est là-dessus que je m'arrête, je rêverais plutôt de rivaliser avec cette histoire, et pas juste l'histoire du film, l'histoire de la Hammer. Je rêverais d'une novélisation qui imagine un des femmes de la Hammer film, qui énonce son amour pour ses films, et un amour pour ses images, évidemment, ses gros plans, ses couleurs saturées, qui, d'une certaine manière, prend à bras le corps, non seulement l'esprit, mais aussi le corps d'un film, c'est-à-dire ses images et son apparence, et d'une certaine manière crée un monstre dans le dos du film de Terence Fisher.